Bonjour à tous ceux et celles qui regardent régulièrement cette chaîne Smart SVT. Dans cette vidéo, je vais vous proposer la correction détaillée de l'exercice sur la pollution qui a été proposé à l'examen national de 2020, session de rattrapage, dans le cadre de l'unité 3 qui concerne la pollution. Et bien sûr, cette unité intéresse uniquement les élèves de la deuxième année PC. Alors, l'exercice sera pour vous une occasion de vous entraîner à répondre aux questions de la partie 2, raisonnement scientifique et communication écrite et graphique, qu'on va appliquer, on a dit, sur l'exercice de la session de rattrapage de 2020, l'exercice qui concerne la pollution. Alors, voici l'exercice en entier pour ceux qui ne l'ont pas encore ou ceux qui veulent y jeter un coup d'œil avant de voir la vidéo. Passons aux détails. L'ozone O3 est présent dans l'atmosphère terrestre en quantité limitée. Cette molécule joue un rôle essentiel en filtrant les rayons solaires ultraviolets dont les effets sont nocifs pour les êtres vivants. Dès 1980, une baisse de la quantité totale d'ozone a été observée, trou d'ozone entre parenthèses, au-dessus de l'Antarctique. Pour mettre en évidence les causes à l'origine de cette baisse, on propose l'étude des données suivantes. Alors, le document 1 montre une représentation simplifiée des réactions de production et de destruction d'ozone dans la stratosphère. Le document 2 présente la distribution verticale d'ozone dans la stratosphère, figure A, et la variation de la pression atmosphérique en fonction de l'altitude, figure B. Alors, voici les deux documents, document 1 et document 2, qu'on va exploiter dans quelques instants. Voyons maintenant la question. Alors, première question, en exploitant les documents 1 et 2, petit a, décrivez la distribution verticale d'ozone dans la stratosphère. 0,5 points. Petit b, établissez la relation entre la variation de la distribution de l'ozone et la pression atmosphérique au niveau de la stratosphère en mettant en évidence les réactions dominantes. Alors, pour répondre à la première question, on aura besoin de la figure A du document 2. Alors, voyons ce qu'on a dans cette figure. D'abord, on a la concentration de l'ozone en ppm, c'est-à-dire partie par million. Ensuite, on a l'altitude, donc la concentration de l'ozone en fonction de l'altitude en kilomètres. Et on a ici la stratosphère, c'est la deuxième couche de l'atmosphère qui va de 15 km d'altitude jusqu'à 50 km. Alors, dans une première partie, une première couche de la stratosphère, c'est-à-dire de 15 jusqu'à 34 ou 35 km à peu près, on constate une élévation, une augmentation de la concentration de l'ozone. Alors, on va noter cette première observation. Ensuite, dans la deuxième couche de la stratosphère, c'est-à-dire de 34 jusqu'à 50 km, on a au contraire une diminution. Et donc, on note cette deuxième constatation et c'est la description de l'évolution de la concentration de l'ozone. Alors, je suis certain que certains parmi vous ne vont pas bien comprendre le document tel qu'il est présenté dans l'exercice. C'est pourquoi on va faire un petit pivotement, une petite rotation de notre document pour le présenter de cette manière. Alors là, c'est plus proche de ce que vous faites normalement. Donc vous avez dans l'axe des abscisses envers l'altitude en kilomètres et l'axe des ordonnées en mauve la concentration de l'ozone en partie par million. Et là, vous voyez très bien que dans la première couche de la stratosphère, c'est-à-dire de 15 km jusqu'à 34 ou 35 km, on voit bien qu'il y a une augmentation de la concentration de l'ozone. Alors que dans la deuxième couche de la stratosphère, en rouge, il y a au contraire une diminution. Et je crois que de cette manière, le document devient plus clair. Alors, répondons maintenant à notre première question.
D'après la figure A du document 2, on constate que lorsqu'on passe de 15 km à 35 km d'altitude dans la stratosphère, la concentration de l'ozone augmente de 0,3 ppm à 8 ppm. Puis, en passant de 35 km à 50 km d'altitude, la concentration de l'ozone diminue de 8 ppm à environ 2,5 ppm. La question B. Établissez la relation entre la variation de la distribution de l'ozone et la pression atmosphérique au niveau de la stratosphère en mettant en évidence les réactions dominantes. Donc il faut mettre en relation la variation de la distribution de l'ozone avec la pression atmosphérique, d'une part. Et d'autre part, il faut signaler les réactions qui dominent dans chaque partie. Voyons maintenant ce qu'on a dans la figure B du document 2. D'abord la pression atmosphérique en hectopascal et l'altitude en kilomètres. Et vous voyez bien que plus la pression atmosphérique augmente, plus l'altitude diminue. Mais ce n'est pas ce qui est demandé dans la question. Dans la question, on nous demande de faire le lien entre la pression atmosphérique et la concentration de l'ozone. C'est pourquoi il faut utiliser en même temps la figure A et la figure B. Alors, faisons d'abord une petite représentation de la concentration de l'ozone dans la figure B. Alors, voici la première couche de la stratosphère en bleu. Et on a dit que la concentration de l'ozone augmente dans cette couche. Dans la deuxième partie de la stratosphère, ici en rouge, la concentration de l'ozone diminue. Mais le document est un petit peu difficile à comprendre. Alors c'est pourquoi on va faire la même chose que tout à l'heure. On va pivoter, bien faire pivoter notre document, lui faire une rotation, de manière à représenter l'altitude dans l'axe des abscisses, en vert, l'axe horizontal, et la pression atmosphérique dans l'axe vertical, l'axe des ordonnées. Et là, on voit très bien que plus l'altitude augmente, plus la pression atmosphérique diminue. Alors, il faut maintenant faire le lien avec la concentration de l'ozone. Alors, voici la première couche de la stratosphère, de 15 jusqu'à 35 km. La concentration de l'ozone augmente. Dans la deuxième partie de la stratosphère, en rouge, c'est-à-dire de 35 km à 50 km, la concentration de l'ozone diminue. Et vous voyez maintenant très bien que la pression atmosphérique reste supérieure à 7 dans la première partie de la stratosphère, c'est-à-dire de 15 jusqu'à 35 km, quand la concentration de l'ozone augmente. Et la pression devient inférieure à 7 dans la deuxième couche de la stratosphère, quand la concentration de l'ozone diminue. Alors, récapitulons tout ça. Alors, dans l'altitude comprise entre 15 km et 35 km, d'abord on a la concentration de l'ozone qui augmente, et deuxièmement, on a la pression atmosphérique qui reste supérieure à 7 hectopascales. Dans l'altitude comprise entre 35 km et 50 km, c'est-à-dire la deuxième partie de la stratosphère, la concentration de l'ozone diminue et la pression atmosphérique devient inférieure à 7 hectopascales. Préparons notre réponse à la deuxième partie de la question. Et pour cela, on va avoir besoin du document 1 et de la figure B du document 2. Alors, on avait dit que dans la première couche de la stratosphère, c'est-à-dire de 15 jusqu'à 35 km, la pression atmosphérique reste supérieure à 7 et la concentration de l'ozone augmente. C'est-à-dire qu'il y a formation de l'ozone. Et dans ce cas, les réactions dominantes seront la dissociation de l'oxygène par les ultraviolets. Et donc la molécule d'oxygène va libérer 2 atomes d'oxygène. Ensuite, un atome d'oxygène va réagir avec une molécule d'oxygène O2 pour former l'ozone O3. Et donc on peut dire que entre 15 km et 35 km d'altitude, on a la pression qui reste supérieure à 7 hectopascales et on a la formation de l'ozone grâce à la réaction O2 plus O qui donne O3.
Maintenant, dans la deuxième partie de la stratosphère, c'est-à-dire de 35 km jusqu'à 50 km, la pression atmosphérique devient inférieure à 7 et la concentration de l'ozone diminue, c'est-à-dire qu'il y a destruction de l'ozone. Et dans ce cas, on a les réactions O3. Sous l'effet des ultraviolets, il va être dissocié en une molécule d'oxygène, O2 et un atome d'oxygène. Ou bien, la molécule d'O3 d'ozone va réagir avec un atome d'oxygène pour donner deux molécules d'oxygène. Et donc, entre 35 km et 50 km, la pression est inférieure à 7 hectopascales et on a destruction de la zone par les réactions O3 qui est dissocié en atomes d'oxygène et molécules d'oxygène, et O3 va réagir avec un atome d'oxygène pour donner deux molécules d'oxygène. Maintenant, on peut répondre à notre question en exploitant la figure B du document 2 et le document 1. On constate qu'entre 15 km et 35 km d'altitude, c'est-à-dire la première couche de la stratosphère, la pression atmosphérique diminue mais reste supérieure à 7 hectopascales et la concentration de l'ozone augmente, indiquant que les réactions dominantes sont celles de la formation de l'ozone. Donc O2 qui donne deux atomes d'oxygène et une molécule d'oxygène avec un atome d'oxygène va former l'ozone. La suite, en revanche, entre 35 km et 50 km d'altitude, deuxième couche de la stratosphère, la pression atmosphérique diminue et devient inférieure à 7 hectopascales et la concentration de l'ozone diminue, indiquant que les réactions dominantes sont celles de la destruction de l'ozone. Donc O3 plus O qui donne deux molécules d'oxygène, ou bien O3 qui donne un atome d'oxygène et une molécule d'oxygène. Deuxième partie de l'exercice, pour déterminer la relation entre la baisse de la quantité totale d'ozone et la concentration de certains composés d'origine industrielle ou agricole, entre parenthèses composés azotés, contiennent l'azote, chlorés, qui contiennent le chlore, ou bromés, qui contiennent le brome. Dans l'atmosphère, on propose le document 3 qui donne la variation de la quantité du monoxyde du chlore et d'ozone dans l'atmosphère et l'effet du monoxyde du chlore sur l'ozone, figure B. Voyons la deuxième question. En vous basant sur le document 3, petit a, décrivez la variation de la quantité du monoxyde du chlore et d'ozone dans l'atmosphère. Petit b, montrez la dangerosité du chlore sur l'ozone stratosphérique. Exploitons la figure A du document 3 pour décrire. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la figure A? D'abord, la quantité d'ozone, O3, que je vais représenter en rouge, et la quantité de monoxyde de chlore, ClO, que je vais représenter en vert, en fonction de la distance au pôle sud, en degrés. 60 degrés sud, 65 degrés sud, ainsi de suite, ce qu'on appelle la latitude, c'est-à-dire la distance angulaire à l'équateur. Alors, l'équateur, c'est 0 degré, et plus on s'éloigne de l'équateur vers le pôle, plus la distance augmente. Donc soit vers le pôle sud et on aura 30 degrés sud, 60 degrés sud et ainsi de suite, soit vers le nord et on aura 30 degrés nord, 60 degrés nord jusqu'à 90 degrés nord. Alors ceci dit, voyons maintenant la figure A, comment évolue la concentration de l'ozone et du monoxyde de chlore. On peut subdiviser notre graphe en trois parties. Dans la première partie, c'est-à-dire jusqu'à peu près 62 degrés sud, la concentration de l'ozone, vous voyez qu'elle reste constante. De même, la concentration, bien la quantité de monoxyde de chlore reste constante. Mais la quantité d'ozone est élevée, la quantité de monoxyde de chlore est faible. Donc on note cette première observation. Deuxième partie du graphe, jusqu'à à peu près 68 degrés sud, vous voyez très bien que la concentration de l'ozone diminue alors que celle du monoxyde de chlore augmente très nettement. Donc on note cette deuxième observation. Enfin, dans la troisième et dernière partie,
la concentration de l'ozone reste constante. De même, la concentration du monoxyde de chlore également reste constante. Répondons maintenant à notre question petit a. D'après la figure A du document 3, on constate qu'aux faibles latitudes, inférieures à 62 degrés sud, la quantité d'ozone dans l'atmosphère est élevée et constante, alors que la quantité de monoxyde de chlore, ClO, est faible et constante. Dans les latitudes comprises entre 62 degrés sud et 68 degrés sud, la quantité d'ozone diminue fortement, tandis que la quantité de monoxyde de chlore augmente très nettement. Enfin, aux latitudes supérieures à 68 degrés sud, c'est-à-dire quand on s'approche du pôle sud, la quantité d'ozone devient constante mais faible et la quantité de monoxyde de chlore reste constante et élevée. On voit donc que la quantité d'ozone et la quantité de monoxyde de chlore sont inversement proportionnelles, c'est-à-dire que la diminution de la quantité d'ozone est corrélée à l'augmentation de la quantité de monoxyde de chlore. Alors la question B, rappelons-la, montrer la dangerosité du chlore sur l'ozone stratosphérique. C'est-à-dire montrer pourquoi le chlore est dangereux pour l'ozone de la stratosphère. Pour répondre à cette question, il faudrait exploiter la figure B du document 3. Qu'est-ce qu'on a dans cette figure? D'abord, il y a l'atome de chlore, Cl, et la molécule d'ozone O3. Et on voit bien qu'ils réagissent entre eux. Et donc il y a une réaction entre le chlore et l'ozone. Et le résultat, c'est la formation du monoxyde de chlore d'une part et le dioxygène d'autre part. Ainsi, l'ozone va être détruit, il va être transformé en oxygène. D'où la destruction de l'ozone. Le problème, c'est que le monoxyde de chlore, il va pouvoir réagir avec un atome d'oxygène pour libérer encore une fois un atome de chlore. Et l'atome de chlore, il va réagir avec l'ozone et ainsi se poursuit la destruction de l'ozone. Donc il se crée ce qu'on appelle un cycle de destruction de l'ozone. Et c'est ce qui montre que le chlore est dangereux pour l'ozone. C'est la dangerosité du chlore pour la couche d'ozone. Voici notre réponse à la question B. La figure B du document 3 montre que le chlore détruit l'ozone en réagissant avec la molécule d'ozone O3 pour former le monoxyde de chlore d'une part et le dioxygène d'autre part selon la réaction Cl plus O3 qui donne ClO, le monoxyde de chlore, et plus O2. Ensuite, le monoxyde de chlore réagit avec un atome d'oxygène pour libérer à nouveau le chlore selon la réaction ClO plus O qui donne le chlore plus O2. Ainsi, se crée un cycle de destruction de l'ozone qui montre la dangerosité du chlore sur la couche d'ozone. Troisième et dernière partie de l'exercice. Dans le but d'éliminer progressivement la production des substances qui détruisent la couche d'ozone, l'accord de Copenhague en 1992 a recommandé l'abandonnement complet des composés CFC, c'est-à-dire les chlorofluorocarbures. Le document 4 montre la variation de la quantité de CFC dans la stratosphère de la région de Wallonie après l'application de cet accord. Les pays producteurs et utilisateurs des CFC qui ont ratifié cet accord ont décidé de mettre sur le marché des produits de remplacement moins nocifs pour l'ozone. Le document 5 présente la durée de vie de 3 composés dans l'atmosphère et leur capacité de destruction d'ozone. Les CFC et deux autres produits de remplacement, les hydrochlorofluorocarbures HCFC et les hydrofluorocarbures HFC. Donc, voici le document 4 et le document 5. Voyons la question.
En vous basant sur les documents 4 et 5, exprimez votre opinion sur l'efficacité de la décision prise par les pays producteurs des CFC. Justifiez votre réponse. Alors, commençons par l'exploitation du document 4. Qu'est-ce qu'on voit dans le document? D'abord, l'émission des CFC en temps équivalent et le temps, les années depuis 1995 jusqu'à 2004. En 1995, vous voyez qu'il y avait 450 tonnes de CFC. En 2004, on est descendu à peu près 125. C'est-à-dire qu'il y a une nette diminution, bien une forte diminution de l'émission des CFC entre 1995 et 2004. Et donc ça montre que l'accord de Copenhague a permis de diminuer l'émission des CFC, une diminution significative. Voyons maintenant pour le document 5. Qu'est-ce qu'on a dans le tableau? Trois paramètres. D'abord, les composés, les trois composés chimiques, CFC, HFC et HCFC. Deuxième paramètre, la durée de vie de chaque composé. Et troisièmement, la capacité de destruction d'ozone. Alors, voyons pour les CFC, vous voyez, la durée de vie, c'est 100 ans. Alors que les HFC et les HCFC, les produits de remplacement, 28 ans pour les HFC et 1,6 années pour les HCFC. Donc, premièrement, la durée de vie des CFC est beaucoup plus longue que les produits de remplacement, HFC et HCFC. Deuxièmement, deuxième paramètre, c'est la capacité de destruction. Les CFC ont une capacité de 1 unité arbitraire, c'est la référence, alors que les HFC, leur capacité de destruction est nulle, c'est 0. Et les HCFC, ils ont une capacité de 0,01, c'est-à-dire 100 fois plus faible que la capacité des CFC. Et donc les CFC, ils ont un pouvoir destructeur de la couche d'ozone beaucoup plus élevé que celui des produits de remplacement, HFC qui est nul et HCFC qui est de 0,01. C'est-à-dire que les HFC et les HCFC sont moins nocifs pour la couche d'ozone. Ils détruisent moins la couche d'ozone. Et donc ça veut dire que l'accord de Copenhague a eu un impact positif sur la couche d'ozone. Il a permis de préserver la couche d'ozone. Et donc la réponse à la troisième question pourrait être la suivante. D'après le document 4, on constate que l'émission des CFC a diminué de 450 tonnes équivalent en 1995 à 125 tonnes équivalent en 2004. D'autre part, le document 5 montre que les produits qui ont remplacé les CFC, c'est-à-dire les HFC et les HCFC, ont une durée de vie plus courte et un pouvoir destructeur de la couche d'ozone plus faible pour les HCFC et nul pour les HFC. Par conséquent, on peut considérer que la décision prise par l'accord de Copenhague en 1995 a eu un impact positif sur la couche d'ozone en diminuant sa destruction par les CFC. Voici quelques termes scientifiques qu'on a découverts dans l'exercice. Essayez de les retenir, ils pourraient vous être utiles dans votre examen du bac. Bonne chance à tous et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.